Bonjour à tous. Ces derniers mois, les expressions réseau de neurones, apprentissage profond, apprentissage automatique ou machine learning pour les bilingues anglais peuplent les médias pour le plus grand malheur de nombre de patrons de PME, ETI et autres petites entreprises qui ne comprennent pas un traître mot de cette neuve langue de l'intelligence artificielle. Si c'est aussi votre cas, vous avez bien choisi votre conférence puisque nous sommes ensemble pendant une demi-heure pour un slot pédagogique sur l'intelligence artificielle et sur la manière dont elle va concrètement faire son entrée dans les entreprises. Deux personnalités sont avec moi sur le plateau pour vous aider à comprendre le pourquoi du comment de cet ensemble de technologies dans le monde du business. J'ai nommé Cyril Bataler qui dirige la branche IA d'Accenture. Ce groupe de conseil commercialise notamment le logiciel d'intelligence artificielle Amelia, qui est destiné aux professionnels, et Eric Marcadet, qui dirige actuellement l'équipe de développement d'analyse avancée au sein de la division Analytics and Insights chez l'éditeur allemand SAP, et son équipe gère notamment plusieurs programmes d'apprentissage prédictif et d'apprentissage automatisé. Alors Cyril, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pourriez nous tirer le portrait des principales technologies qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché pour les entreprises et nous expliquer surtout à quoi elles servent? Alors oui, effectivement, ceux qui ont suivi les évolutions technologiques dans les dernières décennies ont vu une accélération des vagues d'innovation technologique, des vagues qui sont de plus en plus raides dans leur adoption et de plus en plus hautes en termes de l'impact de la disruption. On a notamment vu la vague du numérique, du digital, qui a été le principal acteur d'une disruption importante dans les entreprises, notamment plus de la moitié, 52% exactement, des entreprises du Fortune 500 de l'an 2000 n'existent plus aujourd'hui à cause principalement de cette disruption digitale. On pense que l'intelligence artificielle est une vague qui est encore plus forte, encore plus grande, qui va être encore plus disruptive. C'est une technologie que le World Economic Forum, par exemple, appelle la 4e révolution industrielle, après le moteur à vapeur, l'électricité, l'informatique. Maintenant arrive l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle spécifiquement? Nous, on a choisi une définition relativement large qui est de percevoir, comprendre, agir et apprendre. Percevoir, comprendre, agir et apprendre, c'est des technologies qui permettent d'émuler, d'imiter des comportements humains. Des technologies qui permettent de dialoguer de manière naturelle, que ce soit par la voix ou par l'écrit, par les emails, par le chat, qui permettent de gérer les données telles qu'elles viennent, qu'elles soient non structurées, qu'elles soient multimédia, etc. Et qui permettent d'avoir des relations plus naturelles avec l'informatique, avec les systèmes, avec les machines, des interactions plus naturelles comme celles que l'on a entre nous, entre personnes. Donc au lieu d'avoir à apprendre des syntaxes, des langages, à apprendre à taper sur un clavier, etc., les machines s'adaptent enfin à nous et nous permettent de dialoguer de manière beaucoup plus simple et naturelle. Et ça permet plusieurs choses. Donc, comme vous le disiez, c'est une technologie qui est principalement fondée sur le machine learning, sur l'apprentissage machine, et une variante de ce machine learning qui est le deep learning, donc l'apprentissage profond, les réseaux neuronaux. Et cette technologie fait que les systèmes d'intelligence artificielle ne sont plus forcément codés, ils sont formés. C'est un petit peu comme de nouveaux employés qu'on embauche, qui sont des robots en quelque sorte, et qui utilisent des données pour extraire les processus et les règles métiers. On n'a plus besoin de les expliciter, on n'a plus besoin de les coder. On va former le robot, par exemple en lui montrant une série de dossiers précédemment traités par des experts et en lui apprenant à reproduire ce jugement ou cette décision sur de nouveaux dossiers avec une précision relativement élevée. Donc l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui permet trois choses différentes. Ça permet l'automatisation, et c'est la première chose à laquelle les gens pensent. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on imagine immédiatement déléguer à des robots des activités répétitives et à faible valeur ajoutée. Ça permet aussi l'augmentation, c'est-à-dire qu'on va aider les gens à prendre de meilleures décisions plus rapidement. On va bénéficier de l'expérience collective de l'entreprise qui a, comme je le disais par exemple, traité bon nombre de dossiers
auparavant, et on va pouvoir reproduire l'expertise de ceux qui ont traité ces dossiers à travers des outils d'intelligence artificielle et utiliser ça, donc, par exemple, pour aider à la décision, peut-être des gens qui sont plus juniors, qui ont moins d'expérience et qui vont être assistés par ces solutions d'intelligence artificielle. Et le troisième élément, c'est l'innovation, c'est-à-dire que ça va permettre de nouveaux modèles opératoires qu'on n'a pas anticipés avant, de la même manière que le digital, les technologies mobiles, analytics, etc., ont permis de nouveaux modèles de type Uber, Airbnb, etc. Donc on s'attend à la même chose. Alors l'intelligence artificielle, si je peux continuer, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, hein, c'est pas tout neuf, on connaît le concept, il a été inventé il y a plus de 60 ans, 61 ans exactement, en 1956, à une conférence au Dartmouth College, et le test de Turing, qui est l'un des premiers tests sur l'intelligence artificielle, a été créé en 1950. Donc on a plus de 60 ans de R&D et d'activité, de recherche sur l'intelligence artificielle. Et il y a énormément d'informations qui est apparue sur l'open source. On a toutes sortes de librairies que l'on peut exploiter et maintenant, bien sûr, on a de plus en plus de solutions d'éditeurs qui apparaissent aussi et de plateformes. Une nuance particulière sur l'intelligence artificielle, c'est la différence entre l'intelligence artificielle faible et forte, qui est un concept important parce que beaucoup de gens ont tendance à avoir leur éducation sur l'intelligence artificielle à travers les films et les séries télé, où on voit toutes sortes de robots qui font plein de choses. En général, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'humanité, avec des Terminators et des Ultrons, etc., ou HAL. Mais la réalité est tout autre. Ça, c'est l'intelligence artificielle forte, la conscience, l'intelligence générale, et ça n'existe pas, on en est très loin. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire des systèmes qui permettent sous supervision, en étant formés à une tâche bien particulière, de simuler une certaine intelligence et de répéter des choses qui ont déjà été vues par le passé afin d'exécuter une certaine tâche. Donc ça demande beaucoup de supervision, beaucoup de travail pour faire marcher l'intelligence artificielle. Et c'est quand même très puissant, mais c'est quelque chose qui est... il faut avoir les bonnes attentes. On n'a pas d'intelligence artificielle forte aujourd'hui. Mais imaginons que demain, je décide de changer de métier, j'arrête d'être journaliste, j'ouvre une PME, je deviens par exemple, je sais pas, sous-traitante d'un groupe automobile, je fabrique des essieux. Est-ce que moi, patron de PME, je peux utiliser aujourd'hui une intelligence artificielle ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est réservé aux grands groupes? Éric Marcade. Je pense que vous avez un petit peu deux attitudes par rapport à ça. D'une part, effectivement, je souscris tout à fait à la différence entre l'intelligence artificielle forte, etc. On ne parle pas effectivement de robots humanoïdes avec lesquels on va avoir une discussion sensée. On parle de effectivement toutes les étapes intermédiaires qui vont nous arriver à cet état final, on va dire. Et effectivement, dans tous ces états intermédiaires, il va y avoir une intégration de toutes ces technologies par les grands éditeurs de logiciels. Donc, en tant que dirigeant de PME, par exemple, vous pouvez attendre que effectivement les grands éditeurs de logiciels, dont SAP et dont quelques autres aussi, intègrent effectivement toutes ces technologies à l'intérieur de leur offre. Et le but du jeu, c'est effectivement à la fin des fins, de permettre aux machines de prendre des décisions, en particulier toutes ces micro-décisions tactiques, que ce soit l'optimisation des campagnes marketing, que ce soit la détection de la fraude, par exemple, et ce genre de choses, vont être complètement intégrées à l'intérieur des workflows de toutes les applications de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé déjà et qui va s'amplifier très très certainement dans les prochains mois. Donc le but, c'est effectivement d'automatiser tout ce qui est automatisable. Donc ça, c'est la première attitude. La deuxième attitude, c'est effectivement peut-être éventuellement de réfléchir véritablement à son business model et de voir dans quelle mesure, on va dire, l'utilisation de ces technologies peut être vraiment un avantage compétitif et peut faire une sorte de saut quantique, pour rester dans des analogies scientifiques, de saut quantique pour permettre effectivement un changement assez profond et durable. Est-ce que vous auriez un exemple concret d'une boîte que ça a aidé de passer à l'intelligence artificielle et que ça a permis de faire une différence concurrentielle forte, quoi?
Là, je ne sais pas exactement. Je sais qu'il y a certains, par exemple, j'ai le cas d'une société dans le sud-est de la France qui s'appelle Bonext, qui fait des cas qui gère des systèmes de cartes de paiement, par exemple. Et effectivement, quand on fait des systèmes de cartes de paiement, la principale problématique est la problématique de fraude. Donc là, utiliser des techniques de machine learning, effectivement, pour détecter la fraude est quelque chose qui est cœur de leur métier. Et en fait, c'est un petit peu. Et donc là, effectivement, ça a changé pas mal de choses pour eux, puisque avec assez peu de spécialistes, ils ont été capables de mettre un système qui, en juste screenant 1% des transactions, est capable de détecter 60% des cas de fraude. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est assez important et central. Et en fait, mon conseil, il est vraiment celui-là. C'est que si jamais vous voulez tester ces technologies-là, testez-le sur votre cœur de métier. C'est pas la peine d'utiliser 3 stagiaires pour s'amuser dans un coin avec un petit projet à côté complètement périphérique par rapport à votre cœur de métier. Je peux peut-être rajouter quelques exemples de sociétés ou d'organisations qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour faire une différence importante. L'un des exemples, c'est ce qu'on appelle Video Analytics, donc l'analyse vidéo, l'utilisation de la computer vision pour observer les caméras de vidéosurveillance. Vous connaissez bien le principe des smart cities, safe cities, etc. Et beaucoup de villes dans le monde ont des dizaines, centaines, milliers de caméras qui sont déployées avec des centres d'opération, avec quelques individus qui surveillent les caméras, qui en fait ne peuvent certainement pas toutes les regarder et qui en fait réagissent souvent à des alertes qui sont données par téléphone ou bien qui vont chercher des enregistrements quand il s'est passé un incident quelques jours avant pour aider à l'investigation. Lorsqu'on utilise des robots de type intelligence artificielle pour observer chacune de ces caméras en 24/7 et former ces robots à la reconnaissance de certaines situations, par exemple éventuellement un accident de la circulation ou des gens qui courent ou un objet abandonné, des choses comme ça, on va pouvoir immédiatement être beaucoup plus efficace dans la surveillance, la sécurité et le service pour la ville. Et donc, ça, c'est un exemple concret qui a été fait dans plusieurs villes de déploiement de systèmes d'intelligence artificielle qui ne remplacent pas les opérateurs, mais qui, au contraire, les complémentent, les aident à voir partout et tout le temps, quelque part, et qui les alertent lorsque quelque chose d'intéressant se produit, de manière à ce qu'ils puissent appliquer leur logique et bon sens et formation pour prendre action. D'accord. Et aujourd'hui, je suis toujours patron d'entreprise. Toujours les essieux ? Exactement. À quelle échéance est-ce que je dois me lancer dans l'intelligence artificielle pour ne pas me laisser distancer par mes concurrents ? Est-ce que c'est 1 an, 5 ans, 10 ans ? On ne sait pas vraiment où on en est concrètement et est-ce qu'il faut y aller aujourd'hui ? Ça dépend de la situation financière de votre société. Si vous marchez très bien, vous pouvez commencer tout de suite, je pense. Et pour en revenir, par exemple, aux essieux, on parle toujours en fait du fait d'aller vers les services. Donc là, je voulais que vous m'avez un petit peu eu parce que j'étais pas préparé sur les essieux. Mais imaginez que, par exemple, vous transformez votre fabrique d'essieux en fabrique de services au kilomètre roulé, sans panne, etc. Okay, et vous pouvez intégrer des capteurs à vos essieux. Vous pouvez le connecter pour faire avoir un système de prédictive maintenance qui va essayer de voir quand est-ce que votre essieu va avoir des problèmes, par exemple, et ensuite éventuellement essayer d'avoir la maintenance préventive par rapport à ces essieux qui vont tomber. Donc on peut toujours imaginer. Maintenance préventive, c'est essayer de faire en sorte de savoir avant que mon essieu n'éclate, par exemple, qu'il va éclater, ouais. Et prévenir peut-être mon client avant la problématique, ouais. Pour qu'il le change et que ou même aller plus loin, c'est les choses qu'on fait au jour d'aujourd'hui, aller plus loin et voir dans les agendas des gens qui sont capables de réparer les essieux, où est-ce qu'ils sont, etc. Préparer dans leur besace les pièces pour pouvoir changer les trucs et ensuite les envoyer directement. Voilà. Ouais. Donc on peut imaginer ça. Donc moi, encore une fois, je pense que ce genre de changement disruptif qui va utiliser effectivement des techniques avancées, en fait, je pense qu'il est de la responsabilité de chacun des managers de le faire le plus tôt possible. D'accord. Et je suis toujours patron. J'ai pas de compétences informatiques très poussées dans ma boîte. J'ai un DSI, mais j'ai pas des pointures de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me débrouiller toute seule parce qu'il y a des applications prêtes à emploi qui sont très faciles à utiliser, ou est-ce qu'on n'en est pas encore là et il n'y a pas encore d'API, donc c'est des interfaces de programmation dans lesquelles c'est
Il suffit de brancher son système pour que ça marche. Le spectre des choses disponibles est assez important et élevé. Et en fait, ces dernières années, d'un point de vue mathématique et technologique, on a fait beaucoup de progrès dans l'automatisation, enfin dire, dans les algorithmes automatiques qui permettent d'obtenir des très bons résultats sans forcément avoir des data scientists derrière chacun des modèles prédictifs que l'on va développer par apprentissage. Donc là, il existe des choses. Là, il existe des choses qui sont directement utilisables au jour d'aujourd'hui. Mais en fait, la connexion entre et la transcription des problématiques métiers dans quelque chose qui va être implémentable avec les API qui existent, ça c'est quand même toujours au jour d'aujourd'hui un petit peu un art. C'est effectivement l'un des aspects d'un rôle qu'on appelle le data scientist au jour d'aujourd'hui, qui est effectivement de faire la connectique entre, on va dire, la problématique métier et puis les outils qui existent au jour d'aujourd'hui. Donc, en fait, pour ceux qui veulent effectivement s'embarquer dans ce voyage, je leur conseille quand même de développer des compétences en interne autour de la data science et de ce genre de choses, parce que encore une fois, la particularisation de ces technologies qui existent en open source, etc., même si elles sont très automatisées, la particularisation sur votre problématique est quelque chose sur lequel vous devez développer vos propres compétences. Et je parlais tout à l'heure des 60 ans de R&D dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a eu une accélération sur ces 10 dernières années dans le domaine de l'intelligence artificielle grâce au big data et au cloud. Donc beaucoup plus de données très granulaires que l'on peut utiliser pour former ces algorithmes d'intelligence artificielle, et le cloud qui permet de faire ces modèles à grande échelle. Et donc on voit une accélération très rapide qui construit sur ces 60 années de R&D. Et donc vous demandiez c'est quand le moment de s'y mettre. C'est clairement maintenant, en tout cas c'est le conseil que je donne à toutes les organisations, de commencer à tester, expérimenter divers aspects d'intelligence artificielle. En général, on a soit des gens qui s'intéressent au niveau du machine learning et qui vont essayer de créer des modèles en utilisant leurs données. Ça demande des compétences assez poussées de data scientist, en effet. Il y a aussi des librairies qui sont mises à disposition par les éditeurs comme Google, Microsoft, Watson, Amazon, etc., qui permettent de gérer des fonctionnalités au niveau du langage, au niveau de la vision, au niveau du son, qui vont pouvoir, par exemple, reconnaître quelle langue est parlée, reconnaître le contenu d'un message, le sentiment éventuellement d'un message, ou bien reconnaître des objets dans des images, ou identifier des gens à travers la voix, etc. Donc tout ça, c'est des applications de type intelligence artificielle qui permettent d'assembler ces composants de manière relativement plus simple et qui demandent des compétences moins poussées dans le domaine du machine learning, et donc qui permettent d'expérimenter certaines solutions. Et il y a aussi des solutions toutes faites, déjà pré-packagées par exemple des solutions de virtual agents, donc d'agents virtuels qui vont pouvoir dialoguer en langage naturel et qui demandent, qui sont déjà préassemblés, disons. Et j'ai souvent entendu que pour entraîner un logiciel d'intelligence artificielle, notamment dans le machine learning, à accomplir une tâche précise, il a besoin d'être abreuvé avec une certaine quantité d'informations. Si j'ai une petite entreprise, est-ce que c'est un problème si j'ai peu de données clients à fournir? Est-ce qu'on a toujours besoin, pour entraîner son logiciel d'intelligence artificielle à faire une tâche extrêmement précise, d'un jeu de données important? Ou est-ce que finalement, l'éditeur à qui je vais acheter ma solution va l'avoir abreuvé d'avance de données sectorielles, etc., qui peuvent finalement déjà m'être utiles? L'analogie que j'utiliserai là, c'est un petit peu comme la microéconomie et la macroéconomie. Donc oui, il existe des cas d'utilisation dans lesquels vous allez avoir besoin d'énormément de données pour entraîner en fait des systèmes à résoudre des tâches qui sont très génériques. Donc quand on parle par exemple de reconnaissance d'images, reconnaître des images et reconnaître les objets à l'intérieur des images, en fait, on peut imaginer que effectivement, vous avez besoin de beaucoup d'images pour
entraîner ces systèmes, de la même façon que vous avez besoin de beaucoup d'heures de conduite pour entraîner un système de véhicule autonome, etc. Et là, effectivement, vous avez besoin de beaucoup de données. Mais il y a aussi des cas de microéconomie, encore une fois, et donc de micro, on va dire, machine learning ou de micro-intelligence artificielle, sur lesquels vous allez particulariser effectivement votre système sur les données qui vous concernent vous, que ce soit les données de vos clients, les données de vos transactions, par exemple, ou même si jamais vous avez des images ou des textes, par exemple, particuliers, comme des spécifications de logiciels ou des choses comme ça. Donc vous pouvez effectivement, à mon avis, utiliser ce même genre de mécanique en fait, sur les données qui vous sont disponibles et automatiser un certain nombre de tâches qui ne sont pas automatisées au jour d'aujourd'hui. D'accord. Et quand j'implémente de l'intelligence artificielle dans mon entreprise, mécaniquement, je pense que ça transforme les emplois d'une partie de mes salariés. Est-ce qu'il faut aussi prévoir des formations pour aider les gens à utiliser ces outils, ou est-ce que les choses se font de façon très simple parce que finalement, la machine parle ma langue ? Alors, je pense que c'est là qu'il faut justement saisir l'opportunité apportée par cette 4e révolution industrielle qui n'est pas de simplement faire les mêmes choses qu'aujourd'hui, mais de manière différente en utilisant des robots, mais c'est vraiment de réfléchir à la possibilité de changer complètement le modèle opératoire de l'entreprise et de le faire rapidement grâce à l'évolution rapide de la technologie. J'ai 2 exemples courts que je peux vous montrer en vidéo du type d'application d'intelligence artificielle concrète qui peuvent servir à toutes sortes d'entreprises. Si on commence par la première vidéo que l'on voit à l'écran, ce qu'on voit en fait c'est un robot qui est en train d'exécuter un certain processus métier. Donc il n'y a personne qui touche le clavier ou la souris de l'ordinateur. Le robot agit comme une personne. Il va reconnaître ce qui est à l'écran. Il va utiliser la computer vision pour reconnaître l'application, les boutons, les icônes, etc. Il va être capable de lire le texte et de taper les informations requises et de gérer donc un processus qui est répétitif, donc on le forme à gérer ce processus qui est très répétitif, on va pouvoir déléguer ces activités-là à des robots plutôt que de s'appuyer sur des personnes pour faire des activités répétitives et pas forcément à très haute valeur ajoutée. On va du coup pouvoir libérer les employés pour apporter plus de valeur sur d'autres aspects du business et leur donner l'assistance et la supervision de ces robots qui les assistent. Un deuxième exemple, c'est les agents virtuels. Donc là, on parle de Robotic Process Automation, ce que l'on vient de voir. Robotic Process Automation, RPA. Les agents virtuels, c'est donc un deuxième exemple qui est, et vous parliez tout à l'heure d'Amelia, c'est l'un des produits dans ce domaine. Ce sont des agents qui peuvent dialoguer en langage naturel, en chat, avec des utilisateurs, que ce soit des employés, des clients, des partenaires, etc. Là, l'exemple qu'on voit, c'est Amelia qui, justement, va faire une recherche de facture, de statut de facture dans SAP. Donc, on va avoir un dialogue en chat que vous ne pouvez sans doute pas lire, mais qui est très naturel, qui est je voudrais savoir quel est le statut de ma facture, quand est-ce que je vais être payé. Et puis, Amelia répond, oui, bien sûr, quel est le numéro de la facture, quel est le montant, quelle est la date. Ah, je ne le trouve pas. Où est-ce que vous l'avez soumis? Quand l'avez-vous soumis? Ah, il faut attendre 3 à 5 jours. Enfin, voilà. Donc, il va pouvoir gérer le dialogue de bout en bout et du coup automatiser la réponse à des questions ou les services de conseil à travers des agents virtuels. Et je trouve que là, on touche bien à ce en quoi une intelligence artificielle peut aider une entreprise. Les technologies d'intelligence artificielle, c'est un vecteur de croissance très important pour la France. Elles devraient permettre d'augmenter de 20% la productivité du pays et de multiplier par 2 la croissance tricolore d'ici 2035, selon une étude d'Accenture justement qui est sortie en fin d'année dernière. Est-ce que ce boom technologique va se faire au détriment de l'emploi, comme le craignent certains candidats à l'élection présidentielle qui ont proposé de s'attaquer au problème en taxant les robots et probablement les intelligences artificielles qui les équiperont prochainement? Qu'est-ce que vous pensez de ça tous les deux?
Alors, je pense que c'est un sujet très intéressant et très important, bien sûr. L'expérience que j'ai des systèmes d'intelligence artificielle que l'on a déployés pour divers clients et chez nous, chez nous-mêmes, c'est que ça ne résulte jamais en moins d'emplois. C'est plus d'efficacité avec le même nombre d'employés, voire des besoins pour plus d'employés. L'exemple que je donnais avec les villes et l'analyse vidéo, soudain, lorsqu'on a des dizaines de milliers de caméras dans la ville, il y a des incidents qui sont vus par les robots de partout qu'on ne voyait pas avant. Il faut non pas moins, mais plus d'opérateurs pour gérer tous ces incidents et être efficace. Un autre exemple assez similaire, c'est des systèmes de contrôle frontières automatisés, comme vous en avez peut-être vu à Londres ou à Amsterdam, qu'on a mis en place, qui utilisent de la biométrie, qui est une technologie d'intelligence artificielle. Et effectivement, ça ne se fait pas avec moins de gardes frontières, mais ça permet aux gardes frontières de superviser ces robots qui font le contrôle frontière, qui lisent les passeports, qui reconnaissent les visages, etc. Et ça leur permet aussi de passer plus de temps à étudier les informations qu'ils reçoivent à l'avance pour mieux cibler les personnes sur lesquelles se focaliser. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, de toute façon, c'est clair qu'il y a un impact sur les jobs, mais pour moi, c'est plus un impact qualitatif que quantitatif. Effectivement, ça va changer la nature de certains jobs, c'est vrai, mais d'un autre côté, effectivement, comme on va ouvrir des pans entiers de choses qui n'étaient pas faites auparavant pour des problèmes de ressources, la plupart du temps, eh bien, a priori, il ne devrait pas y avoir d'impact sur la quantité de jobs, ou plutôt dans le sens d'une augmentation plutôt que d'une diminution. Ceci dit, je ne me prononcerai pas sur la taxe sur l'intelligence artificielle. Est-ce que, je trouve qu'on en vient finalement à une question presque éthique. Est-ce que vous pensez que les entreprises doivent avoir une vision responsable de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'avant d'adopter ces technos, elles doivent étudier la question avec un comité d'éthique, ou est-ce que finalement ça change des parties tellement infimes de leur process métier que c'est pas pertinent pour elles de se poser ces questions? Comme on a dit, étant donné que ça change de façon qualitative les descriptions de postes même et ce genre de choses, oui, c'est normal que, on va dire, les comités de direction, etc., se penchent sur la problématique et sur l'impact, ne serait-ce que aussi sur les problématiques de formation des personnels et d'accompagnement, puisque de toute façon, quand on parle de l'introduction de ce genre de technologie, on parle de processus de changement d'une façon ou d'une autre. Donc effectivement, il faut qu'il y ait l'accompagnement associé à tout ça. Maintenant, quand on parle d'éthique, donc je suppose que l'éthique, elle est souvent reliée à la notion de data privacy et donc de tout ce qui est données privées, etc. Dans beaucoup de choses dont on parle là, on ne touche pas aux données privées. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'intérieur des entreprises qui ne touchent pas aux données privées. Et le thème de l'intelligence artificielle génère beaucoup d'anxiété quant au job, quant à l'emploi. Et je pense que la première chose, alors nous on a un thème précis autour de l'intelligence artificielle qui est l'IA responsable. C'est une méthodologie, une approche qui met l'IA, comme toutes les autres technologies, au service des gens et non pas comme un système qui permet de remplacer, etc., ou de nuire. Donc c'est vraiment de la technologie au service des gens. Et donc il y a 4 axes clés dans cette approche d'IA responsable. Le premier axe, c'est de démystifier la technologie, parce que comme je le disais, ce qu'on voit dans les films, c'est pas forcément la réalité. Et ce que j'ai montré, par exemple, c'est des applications qui sont très utilisables et exploitables aujourd'hui et qui améliorent l'efficacité de l'organisation et qui améliorent la qualité du travail puisqu'on délègue à des robots les activités les moins intéressantes. Le deuxième point, c'est effectivement cette approche d'intégration et de collaboration entre l'homme et la machine. Donc c'est pas de l'intelligence artificielle qui remplace, mais c'est de l'intelligence artificielle qui augmente et qui supporte. Le troisième point, c'est d'anticiper au maximum les impacts, comme vous le disiez, éthiques, sociaux et sociétaux, faire de la formation, modéliser à quoi peut ressembler l'entreprise de demain, etc. Et enfin, c'est d'anticiper et d'informer les législations pour qu'elles évoluent de manière à supporter l'intelligence artificielle.
Écoutez, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur l'intelligence artificielle. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je laisse mon siège à Nicolas James qui essaiera de déterminer avec ses invités si le client est roi ou proie de la publicité à l'heure du numérique. Je vous retrouverai pour ma part à 17h à l'auditorium pour une table ronde sur les bonnes recettes du soutien public à l'innovation en France et à l'international. Bon après-midi. Merci.